Nous sommes de retour sur ce plateau de Vox Hebdo, sur Vox TV, pour aborder le dernier sujet relatif à la montée de la vie chère au Congo. Suivons cet élément. Ce tableau qui annonce la disponibilité des logements en location illustre l'un des exemples de la vie chère à Brazzaville. Cette réalité met à mal le quotidien des populations qui font face aux charges sociales, telles le paiement des loyers, des factures d'eau et d'électricité. Les Brazzavillois que nous avons interrogés appellent le changement favorable à l'amélioration de leurs conditions de vie. À notre époque, les maisons coûtaient moins cher. Moi, j'ai loué dans la rue Makotopoko, j'ai loué dans la rue Mayama. Dans les années 72, les maisons que j'ai louées, qui étaient à 2500, ça devenait même à 60 000. Une maison de chambre salon. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre un jeune, par exemple, un jeune étudiant qui déjà a la bourse coupée et aussi qui se cherche, loue un studio ou une maison à 25 000 francs et 25 000 francs eau et le courant à l'extérieur. Au moins, on souhaiterait qu'il y ait au moins, quand c'est 25 000 francs, il faut qu'il y ait au moins même le courant à l'intérieur. Le prix varie selon le propriétaire. Par exemple, celui qui loue au quartier plateau de 15 ans, celui-là paye vraiment un prix assez élevé. Le secteur devait être réglementé, l'État devait intervenir, fixer les prix selon le nombre de pièces, selon le secteur. Il devait y avoir même un arrêté, voire un décret. Outre cet exemple, le coût de la vie à Brazzaville devient une problématique qui touche presque tous les secteurs d'activité, selon les témoignages recueillis. Je viens d'acheter un poisson qui m'a coûté 4 500. Hein? Donc, si je dois acheter la tomate, tous les condiments que je dois mettre dedans, donc c'est plus de 5 000. Et puis, il faut compter le manioc ou le foufou. Moi, je peux me permettre ça, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Le peuple est en train de souffrir. Le Congolais veut que ça change. Dans les années 70-72, à ce temps-là, le marché, je faisais 300 francs. Le gros manioc, là, coûtait 40 francs. Gros manioc, coûtait 40 francs. La première femme que j'ai épousée, il avait payé 60 000. Les deux autres 60 000 francs. Avec la boisson, tout 60 000 francs. Actuellement, on est en train de vendre les femmes. Et dans tous les domaines, en tout cas, tout le monde se graisse un peu les dents. On ne s'en sort pas. Selon certaines personnes, la crise qui asphyxie depuis quelque temps plusieurs secteurs devrait être une priorité pour les autorités nationales qui sont appelées à trouver des solutions idoines au profit de tous. Alors, nous avons vu que les prix ne font que galoper, que ce soit au marché ou les prix des loyers, enfin, tout galope. Alors, maintenant, c'est devenu un grand problème pour les Congolais, ces prix qui galopent au jour le jour. Oui, merci Jean-Chrysostome Diona. Je voulais d'emblée dire que ce n'est pas seulement une réalité propre au Congo. Il y a en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Nigeria, au début du mois, le 2 août, des manifestations des jeunes qui se sont révoltés suite à la vie chère. Alors, vous savez, aujourd'hui au Congo, le prix du loyer, dans le reportage, il y a un monsieur qui épingle, qui dit que dans les années 80, la vie, plus qu'on évolue, il y a des réalités. Aujourd'hui, une maison, par exemple, une chambre-salon, qui coûtait à l'époque 10 000. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir une maison comme ça. C'est parce que quand on met d'abord les conditions aujourd'hui, alors, celui qui a construit sa maison, vous ne savez même pas construire au Congo, et la réalité, c'est pas facile. C'est pas du tout vraiment, ça demande vraiment des sacrifices énormes pour celui qui investit dans l'immobilier. Alors, avec l'augmentation de tout ce qui est prix de matériel, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'exonération de tout ce qui est taxe. Parce que si l'État au moins exonère tout ce qui est taxe de construction de matériel, alors celui qui construit la maison, et aurait tout, qu'est-ce que l'État fait? L'État aussi va plus loin en disant, en fixant les prix. Par exemple, moi, j'ai exonéré tel le prix de matériel de construction. Voilà, je souhaiterais que une maison, chambre, salon, cuisine, à tout ce qui est voilà, commodité à l'intérieur, revienne par exemple à 50 000 francs. C'est ça. Mais au moment où l'État lui-même est démissionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi ça un aspect important. Il y a l'autre aspect, c'est la vie chère qui a des répercussions sur le panier de la ménagère congolaise. Mais aujourd'hui, vous avez tout ce que nous consommons, c'est-à-dire que le Congo en importe. Et aujourd'hui, je l'avais relevé un jour, que
À l'époque, les parlementaires ont révélé que les Congolais consommaient tout ce que nous consommons comme produit d'exportation. Le Congo, l'État déboursait annuellement plus de 700 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, c'est plus. Mais comment la souveraineté? Je parlais tantôt de la souveraineté aussi concerne les produits alimentaires. Il faudrait qu'on soit capable de produire nous-mêmes. Nous avons oui, plusieurs... Actuellement, 700 milliards, mais oui. Hier, l'importation était un peu à combien? Oui, là, l'importation, non, actuellement, pas actuellement. À l'époque, ils ont relevé, ça fait des années, il y a 7 ans, 8 ans de cela. Mais actuellement, c'est plus de peut-être 1000 milliards de produits, tout ce que l'État... Parce que vous avez évoqué un fait, la vie augmente, oui. Parce que les choses ne sont pas exonérées. Mais hier, la construction, c'est parce que les matériaux coûtaient moins cher. Oui, tout à fait. Les matériaux Mais justement, qu'est-ce qui fait que ces denrées ne font que galoper? La solution pour les produits de première nécessité aujourd'hui, tout ce que nous exportons, nous sommes des consommateurs absolus, comme le disait quelqu'un. Nous importons tout et tout. Sauf de l'eau. Même de l'eau minérale coûte plus cher. Alors, dans un pays comme ça, vous allez faire. Il faut investir dans tout ce qui est l'agriculture, par exemple. Nous avons des atouts. Je parlais tantôt, j'ai relevé concernant des potentialités naturelles. 10 millions de terres arables. Le Congo est arrosé. Partout, nous avons des rivières, des fleuves. Un fleuve à côté, là, de renommée internationale. Qu'avons-nous fait de ça là? Pour l'agriculture, il demande ça, là, la nécessité. Il faut de l'eau, il faut beaucoup d'intrants. Aujourd'hui, on peut produire. Quand on va produire, nous ne sommes pas nombreux, les Congolais. Si on produit en masse, on a un grand marché en face là qu'on pourrait vraiment se l'approprier, vraiment déverser tout ce qui est produit. Oui, Alphonse, la vie ne fait que devenir de plus en plus chère. Un goulot d'étranglement pour la population, et surtout que les salaires n'augmentent pas aussi. Aucun autre pays en Afrique centrale n'en a. Donc, il y a eu baisse, par exemple, du produit ciment et même du fer à béton. Donc, il est incompréhensible que, au moment où les matériaux de construction coûtent quand même moins cher qu'avant, que le prix, par exemple, de location continue à connaître des proportions assez inquiétantes. Mais je peux aussi comprendre. Les privés peuvent se poser la question en disant: est-ce que l'État n'est pas lui-même le mauvais exemple? Parce que l'État nous a construit des logements sociaux, mais nous savons très bien que vous et moi, nous ne pouvons pas aller nous offrir certaines maisons dont les prix ont été fixés à 70 millions de francs, 80 millions de francs CFA. Donc là, c'est l'État qui devrait réguler un peu ces secteurs pour être dans le secteur de l'immobilier. En ce qui concerne les produits de première nécessité, oui, c'est vrai, Marna l'a relevé, il y a quelque temps, nous étions à 500 milliards, on est passé à plus de 700 milliards. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais on peut imaginer qu'avec l'augmentation de la population, on est certainement en train de frôler les 800 milliards en termes de dépenses liées à l'importation des produits alimentaires, ce qui est énorme, très énorme même au point où souvent les institutions de Bretton Woods s'en étonnent. Le problème donc, c'est que nous ne produisons pas ce que nous consommons. Oui, justement, moi j'aimerais un peu savoir, hier, que mangeait-on finalement hier? Bon, hier, il faut avouer que le Congolais était, n'est-ce pas, braqué sur son alimentation, du sakasaka, le nguruyaka nous mangions, et puis les nzenze, du poisson du fleuve, ainsi de suite. Mais je crois qu'avec quand même l'évolution en termes de développement du niveau de vie, peut-être le boom pétrolier a amené tout le monde aujourd'hui à vouloir consommer des produits surgelés, notamment les fameuses cuisses de poulet. Donc, il faut dire c'est le boom pétrolier. Oui, c'est ça qui a fait évoluer nos habitudes alimentaires. Malheureusement, tous ceux qui sont dans la chaîne d'importation des produits surgelés sont des sujets étrangers. Je n'ai rien contre eux, c'est une enquête que j'ai pu mener. Et ces gens aujourd'hui, c'est une mine d'or pour eux.
C'est-à-dire que l'État, même à un moment donné, j'ai l'impression que quelques démembrements de l'État sont complices de ces importations. Vous verrez que ça tue même l'élevage local, l'initiative, n'est-ce pas, nationale. Je vous apprends que dans certains pays, comme le Bénin, comme le Cameroun, on ne consomme pas des produits surgelés, notamment les cuisses de poulet, les poulets congelés, parce que l'État a pris des dispositions pour encourager la production locale. Et il y a des jeunes Congolais ou des Congolais qui se battent pour produire, pour faire l'élevage de la volaille, mais nous constatons que l'État continue à permettre à des importateurs de s'enrichir sur le dos des Congolais et des produits aussi qui sont, il faut le reconnaître, qui ne sont pas de grande qualité. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que il faudrait que nous produisions. Et pour produire, il faut absolument que l'État commence à mettre un frein sur ces importations qui deviennent une grande source d'enrichissement pour des grands importateurs qui sont de complices avec certaines autorités. Parce que plus nous allons produire chez nous, plus je pense que les prix pourront baisser. Mais maintenant, s'il faut aller sur le plan international, Marna l'a dit, oui, la situation est quasi générale, mais pas aussi dramatique que dans notre pays. Il faut reconnaître que les produits ont remonté à la suite de la guerre en Ukraine, certes, mais aussi avec la guerre du Hamas contre l'État d'Israël. Le fret maritime emprunte maintenant un chemin très, très détourné parce qu'il faut éviter le canal de Suez où il y a des risques, n'est-ce pas, de se faire endommager ou alors de se faire pirater le bateau. Alors, ça fait que ça vient renchérir le coût du fret maritime. Et quand le coût du fret maritime est renchéri, ça joue aussi sur la taxation à la douane. Et évidemment, ceux qui font de bonnes affaires, dont les sujets étrangers qui sont dans ce sous-secteur des importations des produits surgelés, c'est-à-dire viande, volaille et autres poissons, eh ben ils s'en mettent plein les poches. Albert, hier on achetait la pelle de la sardine à 5 francs. Aujourd'hui, elle a presque disparu et les populations ne savent plus quoi faire. Les populations ne savent plus quoi faire, mais nous devons nous inscrire aussi dans une réalité un peu triple, une réalité économique triple. Premièrement, les choses sont toujours appelées à monter, parce que nous sommes dans une dynamique démographique, je ne dis pas démocratique, démographique, qui fait que nous étions 800 000 à l'entrée, à l'indépendance, 800 000 habitants du Congo entier. Aujourd'hui, nous sommes à 6 100 000. Et donc, 800 000 ne consomment pas comme consomment aujourd'hui 6 100 000 personnes. Et c'est normal. Et donc, de ce fait-là, nous ne pouvons pas nous en tenir au même chiffre que nous répétons comme un mantra, voilà, 700 milliards d'importation de produits alimentaires. Non, ça a dû augmenter, ne serait-ce que depuis l'année dernière, parce qu'il y a eu des bébés qui sont devenus maintenant des adolescents. Etc. Oui, est-ce que là, on peut comprendre l'augmentation de la population, mais est-ce que le gain des populations aussi augmente? Et deuxième réalité, c'est aussi que puisque nous sommes assujettis à des produits qui sont importés, ça veut dire que nous ne maîtrisons rien. Nous achetons, mais c'est tout. À peu près le pouvoir que nous avons, c'est celui-là. Nous ne sommes pas comme sur le marché pétrolier où l'acheteur, c'est lui qui impose le prix. Ici, nous sommes en train de subir donc le diktat de ceux qui nous vendent la tomate, qui nous vendent l'huile, qui nous vendent tous les produits que nous consommons et qui nous viennent de l'extérieur. Ça veut dire que si aujourd'hui une tonne de tomates, par exemple, je suivais l'autre jour que bientôt on va avoir un problème de noix de cajou. Nous, on n'en consomme pas au Congo. Mais la noix de cajou a connu beaucoup d'aléas au cours de l'année passée, climatiques, épisodiques, etc. Et donc ça pourrait... Bon, enfin, pour revenir à des réalités qui sont congolaises, nous n'échappons pas non plus à ces règles-là. Lorsque quelqu'un vous vend une tonne de tomates à 100 francs aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la vende toujours et continuellement à 100 francs. Et puis, troisième réalité, c'est justement la réalité des hydrocarbures. Là, nous
le comité de fixation de prix a beau se tenir tous les 3 mois à Pointe-Noire, il fixe des choses sur ce que nous voyons. Mais la réalité dans ce domaine-là est une réalité très, très complexe. Vous ne pouvez pas aller sous la mer, aller tirer votre pétrole et venir le bricoler au coin du feu pour en transformer les produits lampants, etc. Ce sont toujours des industries à valeur ajoutée qui le font. Et donc, la conclusion ici, je voulais dire, le pétrole est venu nous décourager. Donc, vous posiez la question de hier, qu'est-ce que nous faisions? Eh bien, dans la nécessité, nous nous débrouillions comme nous pouvions. Mais à partir du moment où le pétrole est venu injecter des flux d'argent importants ici et que nous avons vu qu'il y avait de nos compatriotes qui pouvaient en vivre au-delà même du possible, eh bien voilà, pourquoi eux, pas moi? Moi, je vends de la tomate, pourquoi est-ce que je devrais continuer à me serrer la ceinture et ne pas gagner un peu plus sur mon produit, le produit que j'étale sur le marché du soir, que j'étale dans le coin de la rue, etc. Donc, tout est parti de là. Alors, on ne parlait plus de 5 francs, ça n'existe plus, ça sauf sur... même les pièces de 10 francs aujourd'hui, déjà au marché, les prix commencent à partir de 25 francs. Les 10 francs, même si les pièces existent, malheureusement, elles ne sont plus. Oui, justement, on a parlé de là où nous étions dans la consommation des denrées alimentaires, mais sur la construction. Sur la construction, hier, la tonne, le sac de ciment coûtait, je crois, à Pointe-Noire 3 000 francs. Et aujourd'hui, le sac est à 5 500. Mais pourquoi? Enfin, quand on regarde, c'est presque... On est à côté là, mais les maisons coûtent toujours cher, le loyer coûte toujours cher. Ce sont presque les mêmes conditions de construction. Merci pour le presque. Parce qu'il y a toujours des différences dans ces choses-là. Hier, nous achetions le sac de ciment à 12 000 francs. Mais on voyait quand même des gens qui construisaient des maisons dont les salaires n'étaient certainement pas faramineux. Parce que c'est à coup de tontine, à coup d'épargne, à coup de prêt, à coup de crédit, à coup de... Donc ça se faisait de cette manière-là. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas rêver trop. Le sac de ciment s'est stabilisé plus ou moins à 5 000 francs. Nous avons maintenant le fer à béton qui est fabriqué localement. Nous avons la tôle même, la tôle ondulée qu'on nous produit à Lukongo, à Maluku ou ailleurs. Donc, ce sont des choses aussi dont il faut tenir compte. Mais c'est rare, en tout cas au Congo, de voir les choses monter et baisser. C'est toujours, ça monte et ça montera plus. Parce que, effectivement, la nécessité faisant loi, la population elle-même s'agrandit et ne baisse pas. La population s'agrandit, on augmente en nombre, mais le grand problème, c'est la puissance financière. On constate que cette puissance-là n'augmente pas. Les salaires sont restés presque statiques. Comment font les populations pour s'en sortir finalement? Et la bière est passée à 600. Ah, tout à fait, la bière est passée à 600, vraiment. Comment on assiste à des montages, des acrobaties dans des foyers actuellement? Ah oui, ça devient... La récession économique a touché, franchement, les familles. Et vivre aujourd'hui, manger comme il se doit, ça relève d'une utopie au Congo. La plupart, à moins qu'il y ait vraiment... Il y a une frange de la population qui se permet de le faire. Mais la plupart des familles congolaises vraiment sont confrontées à cette évidence-là. Là où pour manger, ben, ça devient compliqué. Quand on se réveille le matin, le papa regarde la maman regarde les enfants et les enfants se posent la question. Comme les enfants ont toujours leurs droits, ils ne savent même pas, ils se posent pas la question. Ils savent que bon, moi aujourd'hui là, papa, il est 10h, 12h, le petit déjeuner, mon père, je n'ai pas encore. Et c'est ça la réalité au Congo. Mais qu'il faut faire. Oui. Alors il faut aujourd'hui, face à la crise, loin de la fatalité, mais il faut chercher des voies et moyens. Il faut la volonté pour rebondir. Alors, la volonté n'existe pas seulement au moment où certains, on ne demande pas seulement la volonté ou les sacrifices à une frange. Au moment où une frange de la population, la plupart de la population, s'emploie dans les sacrifices, mais il y
il y a une infirme partie qui est en train de vivre comme si bon, le pays n'est pas en récession, le pays n'est pas en crise. C'est ça un peu l'ambivalence de la réalité économique congolaise. Finalement, la crise, elle est comme séquencée. Il y a une partie qui Tout vit à la fait. crise et une autre. Mais l'évidence est là. Il y a une partie qu'on se demande aujourd'hui, par exemple, si pour se déplacer aujourd'hui d'un point pour nous qui avons l'habitude de prendre les moyens de transport en commun, alors c'est compliqué aujourd'hui. Quand vous vous déplacez et avec le morcellement de tout ce qui est trajet, appelé phénomène demi-terrain, qui a élu domicile dans le secteur de transport en commun. Alors c'est difficile. Quand on vit dans les quartiers périphériques de Brazzaville, arriver au centre-ville, si vous n'avez pas, pour aller et le retour, vous n'avez pas 2000 francs, rien que pour ça, et manger. Bon, s'occuper de la famille, ça devient compliqué aujourd'hui. On peut dire comme Alphonse qui dit que finalement c'est le gouvernement qui orchestre toute cette pagaille. C'est lui qui devait réguler la situation, non? Oui, tout à fait. Le gouvernement est pour réguler, mais le gouvernement a des, comme on dit, l'État, c'est comme disait quelqu'un, il y a plusieurs secteurs qu'il faut mettre en contribution. Alors aujourd'hui, l'État peut faire confiance à tout ce qui est acteur, tout ce qui est les entités sous tutelle pour réguler un peu le secteur. Mais vous avez quelqu'un qui est mandaté par l'État. Lui-même, il se trouve face à un dilemme, il n'a rien laissé à la maison. Il se trouve, bon, quelqu'un qui le soudoie, il va faire comment? Mais vous avez aujourd'hui, concernant Alphonse l'a épinglé, que aujourd'hui, la vie chère, vous avez le secteur de tout ce qui est produit surgelé, congelé, est détenu par les expatriés. Mais aujourd'hui, quand on envoie sur le terrain tout ce qui est contrôleurs commerciaux, mais on sait ce qui se passe. Les prix qui sont affichés, quand vous rentrez là-bas, on dit non, 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 non. Le prix, par exemple, j'ai l'habitude d'aller acheter, vous allez acheter 1 kilo d'un produit congelé. On vous dit, par exemple, le prix qui est affiché, par exemple, 2000 et quelques. Mais quand vous rentrez là-bas, on dit non. Ne vous fiez pas à tout ce qui est affiché. Mais qui est censé contrôler? Il y a des entités de l'État. Il y a un ministère qui est là pour contrôler. Mais quand le ministère a failli, bon, dans ses missions régaliennes, mais on fait comment? C'est ça aussi le vrai problème aujourd'hui. Le problème que je voulais, outre la crise, parce que Alphonse l'a épinglé, la crise russo-ukrainienne, mais au-delà de ça, qui influe sur tout ce qui est le transport maritime. Alors, au-delà de ça, nous-mêmes, la réalité congolaise, moi je me souviens dans les années 80, manger le produit, le poulet congelé. Mais nous, on préférait plus manger parce que tout ce qui est produit locaux coûtait moins cher. Par exemple, vous avez le poisson d'eau douce, le poisson fumé, qui coûtait très moins cher, les légumes. Mais aujourd'hui, pour comment acheter un morceau de poisson d'eau douce, vous-même, vous avez fait le reportage à ce sujet. Ça coûte pour une famille nombreuse, une famille de 5 voire 10, il faut au moins réserver 20 000, 30 000 francs pour manger, bien manger. Tout ce qui est produit local, tout comme le poisson d'eau douce. Mais aujourd'hui, alors pourquoi on se retrouve dans cette situation? Là où on est obligé de consommer tout ce que nous consommons comme produits surgelés, c'est du poison que nous avons dans nos assiettes. Il se pose un problème aujourd'hui de la qualité. Alors, au moment où à côté, on a des produits, on a le fleuve qui est là, on a des rivières qui sont disséminées dans toutes les voilà, de mourir de vieillesse. Alors, pourquoi ne pas mettre l'accent, développer la pêche locale? Pour que les Congolais puissent consommer au moins de la nourriture, là où le gouvernement s'est dit que bon, on est sûr et certain que ce qu'on met à la disposition des Congolais comme un produit, c'est de la qualité. Au lieu de manger tout ce que nous ne connaissons même pas, comment ça a été fabriqué, bon, ça c'est du poison que nous consommons à longueur de journée. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons évoqué, comme Marna l'a dit, il y a la production locale. Mais est-ce que cette production locale peut être du secours pour nos populations? Là, on a parlé de poisson d'eau douce, mais aujourd'hui, même acheter un poisson d'eau douce au Congo, c'est sans les yeux de la tête. Oui, la meilleure solution serait qu'on puisse booster la production locale en matière de produits alimentaires. Mais aussi, il y a quand même une question qu'on a le droit de se poser, c'est de
savoir comment est-ce qu'on fait pour que des prix des produits trouvés localement et parfois sans trop grand effort puissent connaître une certaine euphorie sur le marché. Il est inadmissible, par exemple, que j'achète une papaye qui d'ailleurs a été certainement plantée de manière artisanale. Il ne s'agit pas d'un champ industriel, dont une maman qui a juste un papayer derrière sa maison et qui me revend une papaye à 2000 francs, sans avoir eu à utiliser des produits pour l'entretien de ce papayer. Des questions qu'on a en droit de se poser. Il est anormal qu'un paquet de légumes, donc du pondou sakasaka, qu'on le retrouve à 500 francs, un petit paquet, du rien du tout. Est-ce que là aussi, c'est franchement du fait de la crise Russie-Ukraine ou alors de ce qui se passe entre le Hamas et l'État d'Israël? Donc, il y a, quand vous causez avec quelques commerçants, il y en a qui disent que oui, nous transportons ces produits au tréfonds de nos zones rurales et qu'il y a souvent des contrôles de police, il y a souvent, par exemple, des péages. Donc, c'est là où intervient aussi donc la responsabilité d'État pour mener des véritables investigations pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un foufou fabriqué à Gaboma ou alors au fin fond de Kakamweka arrive à Pointe-Noire ou à Brazzaville et redevienne, le sac coûte un peu plus de 50 000 francs alors que ce sont des produits qui sont fabriqués localement sans qu'il y ait évidemment à prendre le détour du détroit ou du canal de Suez pour arriver à Brazzaville. Ce sont des questions, c'est pourquoi j'ai l'impression que l'État ne joue pas pleinement son rôle. L'État est aussi un peu complice de tous les grands importateurs des produits surgelés auxquels j'ai fait allusion. Et c'est pourquoi j'ai l'impression aussi que tous ceux qui se lancent dans les travaux d'élevage, de pisciculture et autres, nous ne trouverons pas preneurs, nous ne trouverons pas des preneurs demain parce que tout simplement vous avez des gens, des sujets étrangers qui ont déjà pratiquement occupé tout le terrain, tout le marché et ne sont pas prêts à accepter que l'État leur demande aujourd'hui de ne plus importer ces produits qu'ils viennent nous vendre. Et donc voilà, c'est là où intervient franchement le rôle de l'État. Il faut une volonté politique, une réelle volonté politique pour que les produits baissent dans le secteur de l'immobilier, c'est possible. On peut faire un recensement aujourd'hui, la taxe immobilière que payent seulement les commerçants. On peut faire des investigations, nous voyons aujourd'hui comment les maisons poussent et les gens donnent les prix de loyer à la tête du client en disant, bon, c'est Marna, quand je vois, elle est belle, elle doit avoir, et je vois, elle a une grosse cylindrée dehors. Bon, ici, là, c'est 2 chambres salon, c'est 250 000, 300 000. Et les gens acceptent de payer ce prix-là et l'État n'en gagne rien et l'État est au courant que ce sont des dignitaires du régime, quelquefois, je n'ai rien contre personne, j'ai pas de preuves, qui sont les véritables propriétaires. Ok, merci. L'État doit vraiment prendre les choses en main afin de remettre de l'ordre pour que les populations puissent mener une vie digne. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, messieurs et madame. Au revoir, chers téléspectateurs. À dimanche prochain. Bonne suite avec les programmes de Vox TV.